parce que moi, quand tu es tombée malade et que j'ai vraiment acquis l'anorexie, j'ai mangé du forum nuit et jour, au point de pleurer pendant des jours devant l'ordinateur, et tu avais ton petit frère qui venait derrière moi, qui me prenait, qui me disait « Maman, ne dis pas ça, ne regarde pas ça, c'est pas bon que tu fasses ça, parce que de toute façon, ça te fait plus mal qu'autre chose. » Après, il faut encaisser, il faut faire face à ça. Parce qu'une fois que tu as un diagnostic qui est posé, tu te dis, bon, d'accord, elle est anorexique, mais pourquoi tu ne sais jamais. Donc, alors tu cherches, hein, tu vas sur Internet, toi tu fais partie du milieu médical, alors tu essayes d'avoir des infos, malgré tout. Souvent, je l'ai dit, les premiers temps que tu étais malade, je disais « C'est pas ma fille, j'ai une enveloppe, c'est physique, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est plus elle. » Le point de départ, effectivement, c'est l'intervention des dents de sagesse. Et puis, toi, tu te fais opérer les dents de sagesse, tu te réveilles. Tout est normal, je veux dire. Et puis, tout doucement, des choses se sont installées. Des refus de manger certaines choses. Et là, il y a des choses qui ont commencé où, proportionnellement, même s'il y avait la douleur, au bout de 3-4 jours, les proportions étaient minuscules. Vraiment petite au point de... C'était des bouchées, quoi, hein, 1 ou 2 cuillères à café. C'est l'opération. Alors, les premiers temps, tu te dis, oh, elle ne mange pas, c'est normal. Et puis les jours passent, tu te dis, bon, elle se rend compte que finalement, c'est peut-être le bon moment pour perdre un peu de poids, parce qu'on est tous un peu... c'est l'âge où tu fais attention à ton physique. Peut-être que tu pensais que, bon, bah, finalement, c'est la bonne excuse pour perdre un peu de poids. Donc, toi, en tant que parent, tu fais pas gaffe, quoi. Tu dis, bon, bah, allez, elle va perdre 2-3 kilos, et voilà, ça va lui faire plaisir. En même temps, c'est vrai que tu manges pas beaucoup, bon, peu importe. Donc bon, on s'est dit, on va attendre un peu, c'est peut-être plus long, elle a peut-être plus mal, plus d'appréhension. Et puis au bout d'une petite semaine, pas d'évolution. Et on a commencé un petit peu à se sentir un petit peu démunis, en même temps contrariés du fait que tu mangeais pas. Alors le signe d'alerte, il vient assez vite quand même, parce que tu te rends compte, bon, quand ça fait plusieurs semaines où tu discutes avec maman, et puis tu dis, bon, ça serait quand même bien qu'elle stoppe là maintenant, parce que ça cicatrise, ça serait bien que tu remanges un peu, quoi. Et puis le souci, c'est que le temps passe trop vite, c'est que les semaines s'enchaînent, j'allais pas dire les mois, mais et puis tu te retrouves avec toi qui finalement mange plus, quoi. Enfin, mange plus, ou mange pas normalement, ou mange plus. Physiquement, on voyait que tu dégringolais à une vitesse faramineuse. Tout n'allait pas, t'étais triste, c'était tendu, tu supportais pas qu'on te dise qu'il fallait que tu manges plus ou quoi que ce soit, rien ne te donnait envie. Seulement, quand on a vu, enfin moi en particulier, j'ai dit à papa, il y a un truc qui va pas, elle maigrit trop vite. Là, on s'est dit, on va la faire peser. Et en l'espace de la première semaine, tu avais déjà perdu 2 kilos. Donc on s'est dit, bon, on va pas non plus trop se prendre la tête au début, ça va revenir comme à chaque fois, la gourmandise va reprendre le dessus, il y a des choses qu'elle va vouloir manger, ainsi de suite. Rien. Et puis les semaines ont passé, et plus les semaines ont passé, et plus c'était chaotique. Plus tu venais et moins tu mangeais. Jusqu'au jour où le déclic pour moi, ça a été vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier, c'est t'as pris une cuillère à soupe, tu l'as étalée dans ton assiette. Alors cette cuillère à soupe reprenait toute ton assiette. Et quand je t'ai regardé, je t'ai dit, et là tu fais quoi? Enfin, serre-toi plus, t'as rien mangé dans ton assiette. Et en fait, tu t'es fâchée, tu m'as dit, mais ça va pas, tu vois pas tout ce que j'ai dans mon assiette, j'en ai partout, c'est énorme la quantité que j'ai mis dans mon assiette. Et là, j'ai regardé papa, j'ai dit, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc là, tu commences à te poser des questions. Parce que réellement, tu penses pas à la maladie, à l'anorexie. Réellement. Je veux dire, à 10 000 lieues de ça, quoi. Tu dis, bon, il y a un truc psychologiquement. Et puis en plus, t'es franchement plus terre à terre. Tu dis, maintenant, il y en a marre.
elle veut avoir une ligne de mannequin, ou je sais pas ce qui se passe, ou ce qu'elle veut paraître, parce que toi, dans l'instant T, tu penses pas à un problème, tu penses pas à une maladie. Et ça a duré comme ça pendant 2-3 semaines, où c'était très tendu, où tu voulais rien entendre, où tu n'avalais rien. C'était une catastrophe. Et puis, au bout de 3-4 semaines, je t'ai refait peser et tu avais perdu 6-8 kilos. C'est là où ça commence à pas aller, parce qu'en fait, même si tu fais des réflexions gentilles, elles sont mal prises. Enfin, toi, tu les prends pas bien. Tu les prends pas bien parce que... Alors nous, on ne sait pas encore, mais toi, tu les prends pas bien parce que... Est-ce que à mon avis, tu te rends pas encore peut-être compte de la chose? C'est comme ça, mais pour toi, non, tu manges moins, mais tu manges, quoi. Je veux dire, non, tout va bien, je mange, je maigris, mais c'est normal, je mange moins, je me sens mieux dans ma peau comme ça. Sauf que vu de l'extérieur, il y a un moment où tu te dis, non, là, c'est pas mieux dans sa peau, ça devient un petit peu beaucoup de perdre tant de poids en si peu de temps. Et puis voilà, et puis après, après ça devient trop important pour que tu te poses plus les bonnes questions. C'est que forcément, il y a un truc qui va pas. Alors, là encore, le truc qui va pas, et ça c'est peut-être personnel, hein, c'est que j'ai du mal avec les affections psychologiques. Et pour moi, il y a un truc qui va pas, mais un truc métabolique, plus grave. Une maladie, un truc qui fait que ça va pas, quoi. Parce que pour le moment, je me dis pas, ça y est, psychologiquement, elle déraille, ou il y a un truc qui va pas, quoi. Donc quoi, tu commences à ta meilleure amie qui est médecin, tu lui demandes de voir Léa, quoi. Et là, elle t'a vu et elle a dit, écoute, tu vas te déshabiller, puis tu vas te peser. Alors déjà, le fait de te déshabiller, ça te gênait beaucoup. Et puis, t'es montée sur la balance et tu faisais 6 kilos de moins que 3 semaines avant. Donc, elle a commencé un peu à t'alerter en disant, écoute, Léa, ça fait 2 kilos par semaine. Ça commence à faire beaucoup. Nous, on était encore un petit peu dans le déni de la maladie parce qu'on remettait ça un peu en cause aussi par rapport à l'opération. Chez certaines personnes, c'est plus long et puis je pense qu'en tant que parent, on ne veut pas le voir. Et puis pour moi, c'est le côté inconcevable que tu t'arrêtes de manger pour maigrir ou qu'il y ait une maladie derrière, même si intérieurement, en tant que maman, tu le sens, quoi. Donc elle a dit, écoute, comme tu as beaucoup maigri, je veux te revoir dans 15 jours. Parce que si tu maigris encore dans les 15 prochains jours, on va pas pouvoir descendre non plus. Va falloir te surveiller parce que ça peut être autre chose. Et puis, les 15 jours ont passé et tu es descendu à 52 kilos. Donc, en un mois, tu avais perdu 10 kilos. Là, c'était pas possible. Tu voulais pas retourner voir Magali parce que, comme entre guillemets, elle t'avait dit la vérité, t'avais pas envie de réaffronter ça. On est quand même retourné la voir. Et là, elle a dit 52 kilos, c'est beaucoup trop bas en un mois. C'est des amis, Magali qui est médecin, elle voit pas les choses comme nous. Elle t'y va, je suis sûr à l'écoute de l'historique, et elle sait que malheureusement, t'es en train de mettre un pied là-dedans, quoi. Et je suis sûr qu'elle dirige tout de suite là-dessus, et malgré tout, elle sait qu'une fois qu'elle a elle a fait le diagnostic à côté et écarté la maladie grave, etc., pour elle, c'est sûr, t'es en train de tomber dans l'anorexie, quoi. Et je pense pas me tromper, mais c'est elle qui nous l'a dit en premier, quoi. C'est Magali qui nous l'a dit, bon, alors, Magali, c'est pas un médecin comme un autre, c'est une amie d'enfance, donc si elle me dit ça, c'est qu'elle sait que ça va me blesser, qu'elle se trompe pas, quoi. Donc. Mais la chute du poids continuait. Malgré les pesées, malgré les faits que, du coup, on se disputait beaucoup, parce que moi, j'étais beaucoup plus sur ton dos que papa.
Et à un moment donné, tu as sous-entendu qu'il fallait que tu sortes, parce que c'est ce qu'avait sous-entendu Christian, c'est que dans ces cas-là, quand il y a une anorexie, il faut sortir l'enfant du cocon familial. Ce que pour l'instant, on refusait. Parce que Magali aussi avait sous-entendu que si c'était l'anorexie, il fallait te faire interner à l'hôpital pour te prendre en charge le plus rapidement possible, parce que c'était une anorexie fulgurante et que le poids était très important. Que ça engendrait un problème sur terrain. L'anorexie, au début, ça, mais c'est dangereux, quoi. Tu peux en mourir. Et quand tu commences à voir le physique qui change, des analyses qui reviennent avec des troubles métaboliques qui commencent par être sains, quoi, des reins qui dysfonctionnent, tu te dis merde, là, c'est pas bon, quoi. Donc, et toutes les semaines, tu l'amènes, moi je t'amène. Faire ta prise de sang toutes les semaines, c'est je regarde et tu vois que les reins ça va pas non plus, quoi, que tu es en train de déguster, quoi, et que ça va pas le faire, quoi. Donc mais il fallait que nous on te montre ce que nous on voyait, même si on sait que l'anorexie ça disproportionne la propre image de soi. Et en fait, nous, de te prendre en photo, ça a été le contraire. C'est nous que ça a blessé parce qu'en fait, on te voyait maigre, mais la photo reflétait vraiment les 45 kilos, le corps décharnu, les hanches, la taille. C'était assez traumatisant, cette photo. Et là, on s'est dit, c'est pas possible qu'elle descende plus bas. Et du coup, quand on a appelé Magali, donc là, elle a pris rendez-vous sur la clinique de la Tronche au pôle anorexie. Sauf que quoi, la première fois où tu y vas avec maman, moi j'étais pas là, t'arrives là-bas et puis c'est l'électrochoc quand même, parce que du retour que j'en ai, c'est l'électrochoc de maman, qui arrive dans un milieu qu'elle connaît pas bien, mais qui est confrontée à des images sur place de gens qui souffrent, qui sont pas tous anorexiques, mais c'est tous des jeunes, parce que c'est des centres qui sont spécialisés pour les jeunes, pour qu'ils puissent continuer leurs études en même temps que d'être soignés. Mais c'est des centres où on s'occupe de cas graves, psychologiquement ou autres. Et quand tu arrives là-dedans, et que tu te dis, je vais laisser ma fille là-dedans, et puis que toi, Léa, quand tu arrives là-bas, c'est pareil. Tu veux pas y rester. Tu dis non, t'es malade, mais tu veux pas rester là-bas, quoi, parce que ça va être pire. Et là, c'est double claque, parce que on passe ces portes et c'est... j'ai jamais été dans une prison, mais c'était une prison. C'était horrible visuellement. On tourne la tête, on voit des couloirs, des portes fermées. C'est glauque et froid et personne. Et là, on se dit, qu'est-ce que je fais là? Et là, tout de suite, je me suis dit, c'est hors de question que je la laisse ici. Là, on te fait attendre en salle d'attente. Et puis, la psychiatre ou la psychologue, je crois que c'est une psychiatre du pôle, te reçoit. Et c'est vraiment pas simple parce que le regard est accusateur. Mais en fait, après, dans le discours, elle nous disait que quand il y a une anorexie comme ça fulgurante, à cet âge-là, le mieux, c'est de couper de la famille. Et là, elle nous explique le protocole. C'est on te met dans une chambre, on t'enferme à clé, on t'enlève tout. Pas de portable, pas de visite, rien les 15 premiers jours, pas de téléphone, rien. C'est couper du monde pendant 15 jours. Le but est de couper le cocon familial complet. Donc ça, c'est difficile à entendre. Et on est sorti, on est repassé par ces sas. Et la porte d'entrée s'est ouverte, la porte de sortie s'est ouverte de la clinique et j'ai dit, c'est hors de question que je te laisse ici. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait peut-être une erreur. C'est-à-dire que quand maman, elle te laisse pas là-bas, dès qu'elle revient, qu'elle m'explique et qu'elle me dit, c'est pas possible qu'on laisse Léa là-bas, tu prends la décision, tu dis, non, on l'hospitalise pas, on va encore se débrouiller. Magali a trouvé un psychiatre sur Grenoble. Donc on a été au premier rendez-vous toutes les deux.
il est arrivé. J'ai rien ressenti de particulier au départ. Donc on est rentré, il t'a expliqué le cheminement des consultations qui allaient se poursuivre pour prendre en charge cette maladie. Et puis il a demandé à nous voir au bout d'1 mois, je crois. Donc on y a été avec papa et toi. Et là, la première visite, j'ai senti une accusation particulière sur moi qu'il n'y avait pas sur papa. C'était vraiment focalisé sur moi. Donc je me suis fermée, j'ai senti que ça m'avait quand même blessée. Et sa façon de me parler, je me souviens que j'ai pris mon sac à main sur les genoux et je me suis dit, est-ce que je reste, est-ce que je reste pas, est-ce que je reste, est-ce que je reste pas, parce que je me sentais pas à ma place en fait. Je me sentais vraiment comme dans un tribunal. C'est comme s'il me jugeait. Bah, en fait, moi, c'est différent parce que j'étais moins en première ligne que maman, quoi. Voilà. Le truc, c'est que j'étais très affecté parce que c'est mon tempérament, mais à la limite, j'avais plus l'impression que ce gars-là, il s'en prenait presque à maman, quoi, que c'était sa faute à elle. Bon, indirectement, aussi, on me remettait en cause aussi, moi aussi, donc c'est difficile. Tu te dis que c'est peut-être pas forcément le contexte familial qui est... Parce que tu te poses aussi cette question-là, tu te dis, c'est de notre faute, quoi. Il y a un truc qui va pas à la maison, quoi. C'est parce que il y a du bourrage de crâne, parce que tout le monde les psys, même si maintenant ils évoluent, la première chose qu'ils te disent, c'est que c'est un conflit ou avec la mère à 90%, ou un peu moins avec le père, mais c'est quand même un conflit familial, quoi. Il y a un truc qui fait que à la maison ça va pas, et qu'est-ce qu'ils te conseillent en premier, c'est d'éloigner l'enfant du foyer familial. Et ça, pour moi, c'était juste pas possible, quoi. Et t'es perdu parce que moi, je me rends compte que finalement, t'es pas assez forte, quoi. Il y a un moment où je me dis, finalement, t'es pas assez forte pour t'en sortir, quoi. T'y arrives pas. De nouveau, c'est toi qui prends la décision de dire, bah papa, on s'en sortira pas, tu me ramènes à l'hôpital, quoi. Et là, je suis plus contre. Je te dis oui, je t'amène. Je t'y amène. On y va. Donc tu reprends rendez-vous et ce coup-ci, ouais, on y va et on y va pour y rester, quoi. Parce que c'est ta décision et moi, je me rends compte que j'ai plus les moyens. Enfin, j'ai plus de solution et que je m'en voudrais à mort si, de façon égoïste, je te laisse pas soigné par des gens compétents, quoi. Même si ça fait mal au cœur de t'abandonner dans un milieu comme ça, quoi. Donc ouais, tu me demandes de t'amener, je t'amène. Et puis on prend rendez-vous, on y va, et déjà dans la salle d'attente, quand on est de nouveau dans la salle d'attente, tu me dis, je veux pas y rester. Papa, faut pas que tu me laisses pas. Et moi, ça aurait pu être l'erreur de ma vie de te dire, ouais, écoute, non, je te laisserai pas. Donc, tu es retourné voir Magali, qui t'a trouvé celui que tu as maintenant, qui n'était pas pareil au niveau de l'approche, qui était plus jeune, qui n'a jamais demandé à nous voir d'ailleurs, pour le coup, on l'a jamais rencontré. Parce que ce qui soignait là, c'était toi. Après coup, parce qu'il n'a pas pris la maladie dès le départ. Lui, il est arrivé après tout, en fait. Il a pris le train en route. Et à mon grand soulagement, je me souviens encore que tu m'as dit, lui, il m'a pas dit la même chose. C'est lui qui a confirmé le fait que l'ancienne génération de psy accusait les parents, et en l'occurrence la mère. Mais que maintenant, ça a été démontré que l'anorexie touchait tous les âges, tous les niveaux sociaux, féminins comme masculins, et que c'est en aucun cas la faute de la mère. Il se peut effectivement que certaines fois ce soit la faute de la mère, mais en l'occurrence là, l'accusation n'était pas prouvée, quoi. Mais le plus dur dans tout ça, c'est quand même que
c'est en fait le sentiment d'impuissance que tu peux avoir, quoi. C'est-à-dire que t'as beau faire, je veux dire, t'as une maladie de rein ou autre, bah, je me dis, bah, allez, je lui donne mon rein. Là, on peut rien faire. L'impuissance par rapport à ça, c'est le remède, le seul médicament, bah, c'est toi. Et si toi, t'as pas décidé de t'en sortir, et si t'as pas les épaules, la force suffisante pour t'en sortir, bah, tu vas en mourir. Et ça, c'est dur parce que t'as beau être les meilleurs parents du monde, bah, tu peux rien faire, quoi. Et en même temps, on se culpabilise parce que moi, je suis maman au foyer. J'ai toujours voulu être maman au foyer. Et là, je me retrouvais devant cette maladie et cette culpabilité de me dire, j'ai raté. J'ai choisi ce métier de maman au foyer, mais j'ai raté parce que ma fille est tombée malade, je ne l'ai pas vue venir, et en plus, je suis accusée, parce qu'entre guillemets, c'était ça au départ, et je peux rien y faire. Parce que quand ça va pas, ben, on se dit, il vaut mieux que j'arrête là, quoi. Il vaut mieux que j'arrête de voir ça, puisque je peux rien y faire et qu'elle se laisse mourir, entre guillemets, parce que c'était ça les premières semaines, c'était limite tester pour voir à quel point tu pouvais aller au plus bas. Mais malgré ça, ben, le rôle de parent, le rôle de mère et le rôle de père, ben, reprend le dessus en disant tu peux pas te laisser faire, quoi. C'est pas la maladie qui va gagner, parce que c'est la pire maladie qui existe. Je me suis même souvenue une fois d'avoir rencontré une amie en lui disant c'est la pire chose qui puisse exister dans la vie d'une maman, parce que tu peux rien y faire. Il aurait mieux valu qu'elle soit malade où on puisse la soigner avec des médicaments, que là, psychiatriquement, tu peux rien y faire, t'es nu. Et puis c'était tellement tendu que... Bah, il y a des moments où, franchement, c'était dur, quoi. Dur parce que tu remets tout en question, parce que tu te dis, vaut mieux que tu t'en ailles. Parce qu'au départ, on t'accuse tellement que tu te dis, bah, vaut mieux que je m'en aille parce que c'est de ma faute. Mais après, avec le recul, 5 ans après, bah tu te dis heureusement que t'es encore là, quoi, parce qu'aujourd'hui c'est beau. Aujourd'hui on a retrouvé quand même beaucoup de complicité. Beaucoup de choses qu'on n'avait pas avant. Alors c'était un mal pour un bien. Mais bon, j'y retournerai pas quand même. Si on me disait tu peux revenir en arrière, non, j'y retournerai pas, c'est sûr. Moi, j'en étais arrivé à dire que il fallait te faire confiance à toi, quoi. Que toi, t'étais suffisamment costaud pour t'en sortir, quoi. Ça sera jamais aussi dur que ce que toi, t'as vécu, quoi. Parce que c'est dur. En tant que parent, de voir souffrir ses enfants, mais tu souffres pas physiquement. La seule qui a souffert, c'est toi. Moi, je suis hyper fier de toi, quoi. Donc voilà. Merci de t'être battu. De te battre encore, parce que je sais qu'au quotidien, c'est pas facile. Parce qu'on s'en sort pas comme ça. Et puis merci pour nous, quoi. Parce que sinon notre vie elle se serait arrêtée en même temps que la tienne. Voilà.